chers invités, chers amis jeunes, comment arriverons-nous à rebâtir un consensus international pour le développement équitable, source de paix? Pour en parler, nous recevons d'éminentes personnalités. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à recevoir à ce pupitre le professeur Aboubacar Moko. Monsieur le ministre, je voudrais, Excellence Monsieur le Premier ministre, vraiment vous exprimer toute notre joie et vous dire que nous sommes tellement honorés aujourd'hui de vous recevoir. Ce 18 mars 2019 sera une grande date dans l'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny. Merci. La parole vous est donnée, Monsieur le Premier ministre, pour introduire le sujet. Chers amis étudiants, nous sommes très heureux, les leaders pour la paix, d'être devant vous pour répondre à vos questions. Nous sommes une organisation multilatérale. 1 égale 1. Nos nations sont bousculées et qu'au fond, il faut considérer les menaces comme sérieuses. La paix, ça ne tombe pas du ciel. Vous avez partout dans le monde des écoles de guerre. Vous avez très peu d'écoles de paix. Houphouët-Boigny disait, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. C'est un comportement, ce sont vraiment des choses qui viennent de l'intérieur. La seule façon de lutter pour la paix, c'est de favoriser le dialogue, y compris avec ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, y compris avec ceux avec lesquels on a eu des tensions dans le passé. Parce que de toute façon, si vous faites la rupture du dialogue, vous entrez dans des processus qui peuvent conduire au pire. C'est ça notre combat, et sur tous ces sujets, on est à votre disposition. On est très honorés d'avoir le bonheur d'être ici à l'université Houphouët-Boigny pour discuter avec les jeunes dont on n'ignore pas le tempérament, mais aussi la joie de vivre qui est pour nous tous très communicative. Merci. Alors, je souhaiterais savoir quelle analyse faites-vous de la responsabilité de la communauté internationale dans la déstabilisation de la Libye qui a entraîné la fragilisation du Sahel, la prolifération des bandes armées et surtout l'explosion des frontières et l'ouverture sur la Méditerranée avec une conséquence, l'immigration irrégulière au passage de la Libye. Je peux comprendre que la question est pour moi. Très profondément et sérieusement, il est clair. Je ne suis pas ici en tant que Français, je suis ici en tant que représentant d'une communauté internationale. Mais je pense vraiment que la France n'est pas innocente de la situation actuelle, clairement. Donc, la question aujourd'hui aussi, c'est de se dire, la politique étrangère, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la défense des valeurs ou est-ce que c'est la défense des intérêts? Et quand c'est la défense des intérêts, vous avez donc naturellement à défendre les questions de stabilité. Car si vous déstabilisez, ce qu'est le cas aujourd'hui, vous avez d'autres problèmes, y compris des problèmes de valeur. C'est qu'il faut bien comprendre que les uns et les autres, nous n'avons pas intérêt à l'échec des pays. Il ne faut pas aujourd'hui développer les idées qui affrontent les peuples, et notamment la guerre de migration. Je pense que là, nous faisons erreur, car l'humanité devra naturellement vivre avec des rassemblements très différents dans les années qui viennent. Moi, je reste confiant, en tout cas pour ce qui est de la Libye. Je pense que la communauté internationale doit veiller à ce que ce qui se passe en Libye, avec à la fois la capacité d'intervention de l'ONU pour pouvoir dégager un projet politique, mais en même temps qu'on protège les pays avoisinants de manière à ce que les difficultés ne s'exportent pas comme elles le font actuellement. Nous sommes très affectés par l'instabilité de la Libye, par la situation de la Libye aujourd'hui. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui en Libye, c'est l'intervention de la communauté internationale. Nous avons réussi notre changement en Tunisie parce qu'on a fait le changement tout seul. On a interdit toute intervention internationale dans les affaires locales, nationales tunisiennes. Je pense qu'il est temps, franchement, il est temps, après 8 ans de la disparition de Kadhafi, de trouver une solution. Ça sera fait par les Libyens. Merci.
Alors, on parle de paix aujourd'hui et nous savons en Afrique que les conflits qui surviennent après les élections troublent la paix. Selon vous, quelles leçons et quelles bonnes pratiques vous pouvez nous partager pour renforcer les processus électoraux en Afrique et la culture politique et démocratique? D'abord, trouver des solutions à l'intérieur des pays. Et si dans chaque pays, les leaders démontrent qu'ils ont réussi à établir la démocratie, l'égalité, respecter la diversité, ils auront la crédibilité et au niveau international, si ces leaders travaillent ensemble, on peut changer. Et aussi dans les pays qui ne sont pas encore très démocratiques, puisque arriver au pouvoir vous ouvre les portes de la richesse, de l'influence, de la corruption, je ne sais pas quoi. Alors, l'arrivée au pouvoir devient très important. Dès qu'on a gagné des élections, on pense qu'on est démocratique. Mais ce n'est pas le cas. Il faut avoir un esprit démocratique qui est dans la société même et qui est très profondément enraciné, mais ça va prendre beaucoup de temps. Je crois qu'il n'y a pas une solution simple, mais espérons qu'au fur et à mesure, les pays africains et les autres vont trouver le moyen d'éviter les conflits avec les élections. On va appeler Monsieur le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin peut-être à faire une synthèse de ces premiers échanges. Capables les uns et les autres de la faire. Ce que je crois qui est très important au fond, c'est que nous avons un peu jardiné ensemble l'esprit de paix et que ça c'est très important. Le respect des civilisations, le respect des nations, le respect de l'autre. Et au fond, la paix, ça commence par le respect. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de différence, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de désaccord, mais ça veut dire que 1 égale 1. Tu es dans ton pays, je suis dans mon pays, ton pays égale le mien, et qu'au fond, on a plutôt intérêt à se parler qu'à se taper dessus. Je vous remercie, y compris de votre joie expressive. Vous avez raison d'être fiers, d'être des jeunes Ivoiriens. Vous êtes la construction du monde et vous avez raison de croire en vous-même et dans votre pays. Merci de cette belle leçon que vous donnez à tous les autres. Du fond du cœur, merci. Je voudrais, au nom du gouvernement ivoirien, vous remercier vous-même et votre délégation pour cette importante mission qui permet de parler de paix dans le monde. Dans tout ce qui a été dit ce soir, on peut retenir que vous êtes des artisans de la paix, vous êtes des moteurs, et pour cela, non seulement on doit vous faire confiance, je parle des différents gouvernants et décideurs, mais vous avez aussi le droit de revendiquer toute votre place dans tout ce qui se fera, et c'est à ce seul prix. Et c'est à ce seul prix que réellement nous pourrons dire dans quelques années que la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine, la jeunesse mondiale a pu apporter sa contribution dans ce grand débat autour du multilatéralisme, dans ce grand débat pour la paix mondiale. Je vous remercie. La jeunesse ivoirienne a du tempérament, elle a du caractère, elle a des convictions, elle est libre de s'exprimer. Et c'était un débat formidable, vivant, avec des vrais sujets, des sujets pour la paix, des inquiétudes sur les tensions, mais aussi un grand espoir pour l'Afrique, de voir l'Afrique prendre toute sa place autour des nations du monde,
grâce à une jeunesse qui a conscience de ses responsabilités. Je pense que l'espoir numéro 1 de l'Afrique, c'est la jeunesse africaine. L'apport des femmes dans les processus de paix, dans les situations de guerre. Il faut essayer de chercher des leviers, et au fond, quand on regarde le monde, il n'y a pas beaucoup de leviers positifs. Il y a un levier positif que tout le monde reconnaît comme tel, c'est l'émergence des femmes dans les situations de crise, et au fond, la capacité que peuvent avoir les femmes à la fois avoir les bonnes analyses, avoir les engagements, avoir de la lucidité, du courage, et qui donne la vie, n'est pas favorable à ce qu'on la reprenne. C'est pour ça que nous voulons travailler tous ensemble, et c'est pour ça que je suis très reconnaissant au président Ouattara qui nous a accueillis pour cette université itinérante de la paix, et pour Madame la ministre de la Femme qui nous fait le grand honneur d'être parmi nous aujourd'hui, et à qui je vais laisser le micro en introduction à nos réflexions. Je vous laisse le micro avec gratitude et respect. Merci, excellent, Monsieur le Premier ministre. C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais exprimer au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin la gratitude du gouvernement ivoirien pour avoir pris l'initiative d'organiser cette rencontre de haut niveau sur la problématique de la participation des femmes au processus de paix. Je salue également tous vos collaborateurs qui sont issus de milieux diplomatiques, scientifiques, politiques, économiques et culturels pour avoir accepté de partager leur riche expérience en matière de genre et paix en vue de contribuer à la construction d'un monde de paix. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire est heureuse et fière d'abriter ce forum sur la paix et le genre. Nous pouvons donc affirmer ensemble qu'il ne peut y avoir de paix durable sans la participation des femmes. Une paix n'est durable que si elle prend en compte les aspirations profondes des belligérants directs et indirects, les victimes. Les femmes et les filles sont les principales victimes, car particulièrement visées dans les conflits armés. Je dirais que les objectifs de développement durable et de paix ne seront atteints qu'avec la participation des femmes dans le processus de paix, qu'avec l'égalité hommes et femmes. Je souhaite plein succès aux travaux. Je vous remercie. J'espère que chaque groupe a pu identifier une idée. Je vous demande de trouver un slogan, alors un titre pour cette idée. Je vous demande aussi d'expliquer exactement cette idée. Alors, qui doit faire quoi, comment, quand, et peut-être même y mettre un chiffre, un budget. Chaque groupe va présenter leur idée et le format qu'on va choisir, c'est un elevator pitch. Le slogan qui a été retenu, c'est « Femmes éduquées ». Femmes éduquées, une nécessité pour la paix, c'est de permettre aux femmes de pouvoir avoir accès à l'information, de pouvoir être éduquées et de pouvoir, grâce à cette information, pouvoir connaître mieux leurs droits. Comment on va l'appliquer? On va l'appliquer avec un Conseil national de femmes dans différentes communautés qui vont pouvoir porter la voix des différentes femmes qui sont dans leur localité. On va faire du porte-à-porte également pour permettre aux femmes dans les villes et dans les communautés de pouvoir connaître un peu mieux leurs droits. Et il y a également le cadre juridique qu'on va mettre en place pour permettre à ces femmes-là de pouvoir bénéficier d'un cadre juridique beaucoup plus favorable également. Et enfin, au niveau du camp, c'est dès la petite enfance. Il faut que cela soit appliqué dès la petite enfance et également limiter l'âge des mariages et également protéger un peu mieux cette petite enfance. Au niveau du budget, c'est de faire de telle sorte que ça soit l'un des premiers budgets, voilà, le budget numéro 1 au niveau du gouvernement, au niveau des États.
Merci beaucoup. Merci. On va demander au groupe numéro 2 de présenter votre idée. Tous ceux qui sont au poste de décision, les autorités étatiques, les membres de commission, les chefs traditionnels, les leaders communautaires. Ici, comment nous avons proposé des quotas, des dispositions législatives et le comment des quotas des élus dans les administrations, les règlements. Et bon, pour le camp, c'est la prochaine session parlementaire. 2022, une femme à la tête de l'ONU. Tel est le slogan relatif à la nécessaire intervention des femmes dans la prévention des conflits et la gestion des crises. Alors pourquoi? Pour permettre enfin que l'expression des femmes puisse être mise en avant. Il s'agit d'une mise en œuvre qui doit être faite par l'Assemblée générale, donc les États membres de l'Assemblée générale de l'ONU, sur recommandation du Conseil de sécurité. Nous souhaitons qu'il y ait une alternance. Donc, prise en compte de la dimension genre. Il ne faudrait pas effectivement que ce soit tout le temps les femmes. Il faudrait qu'il y ait une femme, mais qu'ensuite, il puisse avoir cette alternance entre hommes et femmes. Et que les mandats soient non renouvelables et que le mandat soit d'une durée de 5 ans, dès 2022. Alors, le budget, nous souhaitons mettre en avant les leaders pour la paix qui nous ont rassemblés ici, leur donner mission de faire ce lobbying auprès des États membres de l'ONU, afin que ce rêve puisse être une réalité. Merci. Bravo. La table numéro 4 a planché sur l'idée de l'autonomisation de la femme. Le slogan, c'est « Moi, femme, je m'engage ». Qui c'est toute la communauté nationale, internationale. Le quoi et comment, c'est par l'éducation, la sensibilisation, l'égalité des chances à tous les niveaux, inculquer les notions de leadership, ça sera également par la loi, la constitution, la sensibilisation, l'identification des communautés à risque, donc les hommes et les femmes qui doivent être sensibilisés, formés pour transmettre les mêmes notions, les mêmes valeurs. Identifier ensuite les responsables de la société civile pour le suivi et l'évaluation. Le camp, c'est la mise en place d'un chronogramme, un plan d'action permanent jusqu'à l'atteinte de quotas qui mettent à l'abri les risques de guerre. Le budget, c'est l'adoption de budgets nationaux qui permettent la mise en œuvre au plan local de cette action. Mais nous allons également solliciter les organisations internationales, les ONG, impliquer les mécènes, les entreprises et les groupes privés qui font quand même du profit. Merci. Pionnière de la réconciliation pour la reconstruction de l'espoir. Pionnière de la réconciliation, cela renvoie à la désignation des femmes qui vont exercer des responsabilités durant la phase de reconstruction. Et ce qui est retenu comme critère, c'est leur comportement pendant la guerre, comportement à la fois par les initiatives pratiques qu'elles ont pu prendre à différents niveaux, comportement également par leur capacité à dépasser les clivages, à fédérer, et également le comportement au niveau international quand cela apparaît nécessaire. Et pour la reconstruction de l'espoir, parce que ce n'est pas simplement une reconstruction matérielle, c'est une reconstruction intellectuelle, morale, affective, et pour ceci, les femmes doivent être associées à la préparation et à l'exécution des décisions par notamment le biais de plateformes de femmes qui permet de recueillir des avis et de mobiliser, que ceci soit au niveau local des communes,
au niveau national par la représentation dans les instances dirigeantes et internationales pour que ces femmes soient reconnues comme des interlocutrices pour les moyens qui peuvent être apportés par la communauté internationale. Et les femmes, à ces différents niveaux, ont des expériences personnelles à apporter, que ce soit en matière d'éducation pour des enfants traumatisés, déscolarisés, et à qui il faut à la fois inculquer des connaissances, mais surtout un esprit de paix, faire aussi que la reconstruction soit une opportunité pour les femmes de s'autonomiser en leur réservant des sources de revenus. Et donc, il n'y a pas de budget spécifique, il y a simplement une association étroite de femmes représentatives et de plateformes qui permettent d'assurer la représentation. Merci beaucoup. Le slogan qu'on a retenu, c'est « Femmes locomotives de la reconstruction ». Le qui. Donc le qui, ce sera, on a considéré le qui comme étant l'État, vous allez comprendre pourquoi. Le qui, on a considéré comme l'État dans sa définition la plus globale. Donc c'est la nation, c'est vous et moi, c'est le gouvernement, c'est un peu tout le monde. Le comment. Vous nous excuserez d'être très provocateur, mais nous avons pensé qu'il serait nécessaire d'avoir une institution qui chapeauterait, en cas de crise, une institution qui chapeauterait un certain nombre de ministères, donc on estimerait comme essentiel à la reconstruction et bien sûr à la prévention de conflits futurs. Donc cette institution qui serait idéalement dirigée par une femme chapeauterait ces ministères-là, donc ça c'est au niveau high level, mais également au niveau plus granulométrique, d'avoir des commissions locales qui œuvreraient pour donc, la reconstruction et la prévention de conflits futurs par tous les aspects donc, qui sont précisés dans notre idée de départ, qui sont les aspects économiques, donc qu'il s'agisse de création de valeur, qu'il s'agisse d'emploi, qu'il s'agisse de réduction de pauvreté, également dans les aspects sociaux, donc tout ce qui est éducation, mais également tout ce qui relève de la psychologie, de la transmission de la mémoire, pour des aspects également politiques, parce qu'il est nécessaire qu'elles puissent avoir le pouvoir de décision et qu'il leur soit reconnu, et pour terminer sur des aspects purement juridictionnels, donc dans le cadre de justice transitionnelle par exemple, donc dans le cadre de reconstruction. Le quand, on aurait dit hier, mais il faut être raisonnable, et on va dire que comme c'est un changement qui réclame une évolution constitutionnelle, ce serait pour la mandature prochaine, donc assez rapidement, donc à partir de 2020 et les années qui suivront. En termes de budget, donc mettre en place une institution et des commissions locales, ça demandera des budgets de fonctionnement, donc qu'on ne saurait ici évaluer avec précision, mais bien sûr le soutien de fondations, de philanthropes, d'associations multilatérales serait le bienvenu en plus de celui de l'État. Merci. Je voudrais d'abord vous remercier tous d'avoir frotté vos cervelles à un rythme auquel on n'est pas habitué. Je pense que dans tout ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses très concrètes. Et encore, on discute que des premières idées. Mais globalement, on a assez confiance dans la gente féminine pour promouvoir la paix. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé. Et aujourd'hui, nous avons besoin de donner des armes à la paix avec des idées qui sont percutantes. Et c'est pour ça qu'on vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce travail que nous allons approfondir, améliorer. Et on vous adresse pour cela notre profonde et sincère gratitude. Et merci notamment. Merci notamment aux 3 ministres ici qui ont participé à cet exercice. Merci à tous.